Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité d'aujourd'hui est Monsieur Gérard Cessire. Bonjour à tous, ça me fait plaisir encore une fois de vous revenir avec une autre émission de Connaissez-vous. Et ça me fait doublement plaisir parce que mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un que je ne pouvais pas ne pas le recevoir. Et plusieurs personnes m'ont demandé aussi quand tu vas recevoir Gérard. Alors, c'est aujourd'hui que ça se fait. Puis on va vous expliquer un petit peu aussi, forcément pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quoi le lien qui nous unit. Mais tout d'abord, bonjour Gérard. Bien, bonjour Martin, ça fait plaisir d'être avec toi. C'est un plaisir totalement partagé parce si on commence par le tout début, j'aimerais ça que tu nous dises, toi Gérard, tu viens de où? Moi, je viens de la petite ville de Témiscamingue, qui est aux frontières de l'Ontario, tout près de la ville de North Bay, qui est en Ontario. Et la ville la plus proche, on peut dire, du côté Québec, c'est Ville-Marie. Pour préciser un peu, là. OK. Donc, toi, tu es né là-bas. Je suis né à Témiscamingue un 13 janvier 1957. C'était ma prochaine question, parce que j'aime toujours situer un petit peu mon invité dans le... Oui, bien, il faut dire parce qu'il y a une blague qui court dans la famille, parce qu'on me dit que je parle beaucoup, puis ma fille dit à chaque fois, quand je te pose une question, il commence toujours... Ça a commencé un 13 janvier 1957. Il faisait froid dehors, c'était la tempête. C'est vrai que là, janvier, hein, en Abitibi, ça peut être très froid. Ah oui, définitivement. On a eu des hivers. Puis là, ça veut dire, si on fait un petit calcul très rapide, tu as eu 60 ans, ça veut dire. Oui, je suis maintenant quelqu'un qui a certains rabais, semble-t-il, que j'ai constaté dernièrement avec des billets d'autobus que je prenais. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, il y a des avantages à avoir 60 ans, mais pas le ressentir. Mais on jasait au souper tantôt, puis tu me disais que ton médecin, il disait que tu étais quand même en assez bonne forme. C'est quand même encourageant. Oui, effectivement. Mais toi, Gérard, si on retourne en 1957 ou à peu près, ton problème de vision, toi, je pense que c'est pas arrivé tout de suite. C'était pas à ta naissance. C'est à quel âge que ça t'est arrivé? Moi, mon accident est arrivé à l'âge de 9 ans. Donc, jusqu'à ce moment-là, j'étais en 3e année, toujours à Témiscamingue, et c'est un 1er mai où j'ai eu mon accident de dynamite. Pour expliquer un peu en détail là, comment ça s'est produit, parce qu'à 9 ans, c'est rare qu'on se promène avec de la dynamite. C'était des détonateurs de dynamite que le grand-père d'un de mes amis avait en sa possession. Puis lui, quand il est décédé, bien, des boîtes de détonateurs de dynamite étaient restées là, puis personne ne s'en est occupé. En ancien temps, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait briser la glace, puis il allait vendre la glace à la ville pour... je pense à ce moment-là, il faisait des trous, puis il mettait ça dans des endroits pour garder réfrigéré. Et puis, nous, quand on a joué ce dimanche-là aux Cowboys et aux Indiens, bien sûr, on avait une carabine en plastique, et puis, juste pour faire semblant de remplir des munitions, eh bien, on mettait ces détonateurs-là de dynamite dans la carabine en question, dans le canon puis on faisait semblant qu'on remplissait notre carabine, sans le savoir. C'était vraiment, on le remplissait pour vraiment plus qu'il en fallait. Et puis, on a joué tout l'avant-midi. Puis lorsqu'on est revenu l'après-midi, après le dîner, eh bien, c'est là qu'on a décidé qu'on continue à jouer. Puis là, on disait, où est la carabine? Puis on a dit, on l'a laissé sur la montagne. Fait qu'on est parti à courir. Et puis, c'est moi qui est arrivé le premier. Puis, juste au moment où je me suis penché, j'avais la main sur la carabine, c'est là que
la détonation s'est faite instantanément. Puis moi, j'ai reçu toute la déflagration de la dynamite, mais aussi le plastique de la carabine qui a éclaté en morceaux. Donc, tout mon manteau d'hiver, tout est devenu comme un chiffon, là. Puis à ce moment-là, j'étais devenu la face toute pleine de sang, tout brûlé. Et pourtant, mes amis qui étaient à quelques pieds derrière moi, eux, ils n'ont absolument rien reçu. C'est tout toi qui as reçu. Ouais. Donc, ça allait arriver 3 secondes avant. J'aurais peut-être eu beaucoup moins de dommages que si j'aurais pas été penché devant. Mais c'est le hasard qui a voulu que ça soit ainsi. Et ça doit être quand même un immense choc. Est-ce que tu as des souvenirs de ça après un peu? Qu'est-ce qui s'est... Ah, je me souviens très bien, même tout de suite après la détonation, je me sentais comme en feu, tout engourdi. Je ne voyais plus rien, ça me scillait dans les oreilles. Là, j'ai dit « Aidez-moi à descendre la montagne ». Et puis, je sais que j'ai embarqué dans un convertible blanc, un des voisins qui était là, puis on me fait asseoir dans le banc en arrière, pas sur le banc, mais entre le banc, puis pour ne pas tâcher, parce que j'étais vraiment plein de sang. Mais malgré tout, j'ai tout beurré sa voiture. On m'a descendu à l'hôpital. À l'hôpital, tout de suite, il n'y a rien à faire. Ils m'ont donné une piqûre pour que je m'endorme, pour faire le voyage à North Bay. Puis même la piqûre n'a pas fait son travail, puisque j'étais vraiment magané. Et je me souviens, même à l'hôpital, j'étais tellement engourdi, puis je brûlais tellement. Puis pour un enfant de 9 ans qui dise non, je veux pas mourir, je veux pas mourir, c'est les mots qui m'ont sorti de la bouche. Et puis rendu à North Bay, là je me souviens plus. Là je suis tombé dans le noir total. Je me souviens plus pour les quelques jours qui ont suivi. Sauf que mes parents m'ont dit que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les médecins ont dit priez pour qu'il meure le plus vite possible, il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour lui. Oh, ça fait que tu as passé très très proche là, de la mort. Là. Ah oui, oui. Okay. Mais comme toujours, comme mon père, comme tout le monde qui me connaisse, ils me disent toujours j'ai une tête de cochon. J'ai défié les règles, puis finalement les choses se sont placées. Juste dans la figure, j'ai eu pas moins de 101 points de suture. J'avais plus de lèvres, ils m'ont tout reconstitué ils m'ont cousu les lèvres, j'avais juste un petit trou pour passer une paille, pour boire du lait avec mon gâteau au chocolat préféré. Mes oreilles ils pendaient, le nez était tout en limbo également. Donc, et le plastique avait fait beaucoup de dommages aussi au niveau de ma gorge. Ils ont voulu m'opérer, j'avais un gros morceau de pris dans la gorge. Mes yeux ont été atteints, bien sûr. Le genou aussi, j'avais eu des grosses cicatrices. Donc, mon linge, il était, à vrai dire, inexistant. C'était juste un lambeau qui restait. Heureusement, j'étais habillé en hiver. D'accord. Hey, c'est plus que... C'est la vision, mais c'était encore plus étendu là, comme problème. Ça fait que... Oui, disons, c'est un moment, ça fait longtemps, mais pour moi, c'est encore clair. Ça me dérange pas d'en parler. C'est ça qui a fait basculer ma vie, pour le mieux. Mais on ne le savait pas encore à ce moment-là. Et puis... le mieux, il va falloir que tu... quand même qu'on revienne là-dessus, quand même. Ah, ok, définitivement. On rit, mais c'est pas drôle, tu sais, mais bon. Donc, la rémission, ça a été quand même long ou... Ben, je dois te dire que quand je suis sorti de l'hôpital, là, on devait fermer les rideaux puis d'appeler les polices si jamais trop de curieux venaient voir. Puis pour moi, avant la fin de l'année scolaire, vu que ça arrivait au mois de mai, là, je suis allé avec les étudiants de ma classe, puis je suis allé quand même en classe. Et puis, à ce moment-là, pour moi, c'était seulement un jeu. Je ne voyais pas clair, mais c'était comme, c'est passager, ça va revenir comme avant. OK. Mais avec le temps, c'est là que je me suis rendu compte, pas tout de suite, c'est comme c'est venu graduellement, donc
j'ai pas eu à subir comme un traumatisme ou quoi que ce soit. Là. J'étais... Tu as eu le temps de digérer tranquillement comme le fait que probablement que tu ne reverrais pas. C'est ça, c'est venu plus avec le temps. Et puis OK. là, on a commencé à me parler de l'Institut Nazareth, où on apprenait des choses à écrire en braille, à lire le braille. Il y a quelqu'un de Ville-Marie qui était descendu pour me donner une canne blanche. À l'époque, je pense que c'était quelqu'un qui était représentant pour l'Institut national canadien pour les aveugles, je crois. OK. Il me semble un monsieur Morin, si la mémoire m'est fidèle. Et puis, c'est là que j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça, cette petite canne-là? On fait quoi avec ça? Ben, j'étais vraiment à mes débuts. Parce qu'il ne devait pas avoir quand même beaucoup de non-voyants au Témiscamingue ou... Il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du non, tout. il n'y en avait pas du tout. J'étais le seul, à moins qu'il y ait eu des personnes plus âgées qu'on ne connaissait pas. Là. Mais moi, à mon âge, qui est complètement aveugle, j'étais le seul. OK. Et là, je ne veux pas faire trop de sauts dans le temps. Si je vais trop vite, là, tu me le dis. Mais là, toi, tu es allé à Nazareth. Oui. Les Nazareth, c'était plus spécifiquement pour les filles, mais les garçons commençaient la 3e année, 4e année et 5e année possiblement. Je ne sais pas si c'était à la 5e année qui déterminait qu'on s'en allait à Louis Braille ou si c'était notre âge qui nous faisait transférer à Louis Braille, mais moi, ça s'est fait après ma 4e année. Donc, j'ai repris ma 3e année, bien que j'avais des bonnes notes à Témiscamingue. Ils m'ont fait reprendre ma 3e puisque je devais apprendre le braille. Et puis, ils m'ont dit que c'était pour être compliqué, puis que d'en mettre un peu trop, peut-être ça aurait été trop lourd. Donc, on m'a suggéré de reprendre je suggérais à mes parents de reprendre ma 3e année. Et c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, le braille, je l'ai appris très rapidement. Puis à la fin de l'année, on m'a dit que c'est un mauvais choix d'avoir repris la 3e année, puisque j'aurais pu facilement faire la 4e année. J'avais quand même une bonne notion du braille qui s'est intégrée rapidement à mon quotidien. Puis de partir comme ça de chez tes parents, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu te souviens de ça un peu? Ou si tu voyais comme ça, comme une solution? Ou... J'imagine qu'à cet âge-là, on est trop jeune, j'imagine, pour comprendre tout l'impact de ce qui se passe. Bien, encore là, c'était comme un film. Pour moi, c'était comme... j'étais encore... je vais voir clair un jour. C'était comme le scénario qui se poursuivait. Je me souviens de mes parents qu'on m'avait acheté une mallette, là, des grosses malles en métal bleu, où on m'avait tout rempli ça plein de linge puis des choses. C'était comme une excursion, un peu comme... Une aventure. Oui, une aventure. Okay. Puis c'est mon père qui m'a amené là-bas. J'ai été bien reçu par les sœurs. Il y a entre autres Huguette Labbé, pour qui j'étais le chouchou. Donc j'avais un certain privilège, disons, à Nazareth. En tout cas, j'ai bien aimé. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas aimé leur séjour en institution, moi, au contraire, ça a été les plus beaux jours de ma vie. Puis tu t'es fait beaucoup d'amis, j'imagine aussi. Puis oui, beaucoup d'amis. Puis en même temps, j'ai appris à connaître comme justement les sœurs. J'ai appris à faire des activités en groupe, malgré mon handicap. Et puis, pour moi, ça a été comme quelque chose de très excitant parce que j'étais sportif. J'avais amené ma bicyclette. Mon père m'avait acheté une bicyclette. Même quand l'hiver est arrivé, en 3e année, j'aimais faire du patin. Mais beaucoup de gens n'avaient pas de patin. Puis mon père, quand il a su ça, il est allé à l'aréna, puis il a fait une levée pour ramasser des patins. Puis on est arrivé après un Noël avec une boîte pleine des patins pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Wow! Et quand même, hein, c'est un beau geste. Oui, bien, disons que j'ai été assez privilégié, bien que mon père, il travaillait, il était seulement un journalier dans un moulin pâté-papier. On vivait bien, mais il y avait des gens qui avaient moins d'opportunités que nous autres au niveau financier.
Dans ce temps-là, on ne dépensait pas beaucoup non plus. Je pense ce qui coûtait plus cher à mes parents, c'est le fait que ma mère m'a dit « Si tu m'écris une lettre, je vais t'envoyer 2 piastres à chaque fois. » C'est alors que j'ai commencé à écrire une lettre à tous les jours. À l'encre de Chine, bien sûr, parce que j'avais une certaine perception lumineuse qui était revenue. Ah, c'est que tu étais capable d'écrire à la main? Oui, à la main, à l'encre de Chine, avec des gros crayons. OK. Et puis, c'est les sœurs qui ont voulu intervenir puis dire à mes parents d'arrêter de m'envoyer de l'argent parce que je commençais à ressembler à une petite banque suisse. C'est très drôle, quand même. Ben, oui, effectivement. Ben, à l'époque, c'était comme un loisir. Puis, Un loisir qui rapportait un petit peu de sous. oui. Puis j'allais à l'époque avec les sœurs magasiner chez Dupuis. J'avais acheté une carabine à plomb. En tout cas, c'était Noël presque à chaque mois. Il y avait toujours quelque chose que je pouvais me procurer ou acheter aux autres. Il y avait toujours les collations qu'on pouvait aller chercher dans les machines à sous aussi. Là. Puis j'ai manqué de rien finalement. Puis on s'ennuyait pas trop. Non, Ça pas fait du ça. tout. Ça aussi, c'est important. Même, je te dirais même, lorsqu'on était à Nazareth, on était dans les dortoirs. Et puis, moi, souvent, les fins de semaine, il y a des gens qui partaient. Mais moi, les fins de semaine, Sœur Labbé, elle voyait que je dormais pas. Puis, elle disait, veux-tu aller regarder la télé? Puis là, ben, j'allais dans la salle, puis on fermait toutes les portes, puis moi, j'écoutais les films de minuit. C'est comme si elle connaissait un peu ma façon à moi de vivre au quotidien chez moi. À ce moment-là, j'étais comme l'enfant choyé de Nazareth. J'étais le chouchou. Et puis, même il y a une année où j'ai eu des gros problèmes je sais pas si c'est du rhumatisme ou de l'arthrite. J'avais de la misère à marcher, je n'étais plus capable d'attacher mes souliers. Quand la récréation venait, il fallait monter au 3e étage. Ben, notre récréation, par le temps, j'arrivais au 3e, la récréation était terminée. Donc, on m'a donné un billet pour prendre l'ascenseur, ce qui était rare les élèves. Pour les élèves. Donc, ça a été des moments où ça a été très plaisant, parce que j'étais un très gros sportif. Il y avait également une patinoire, il y avait une glissoire au fond, il y avait des trapèzes, les bicyclettes. En tout cas, puis c'est là qu'on a voulu faire de moi un artiste-compositeur en voulant me faire apprendre le piano. Bien qu'aujourd'hui, ça serait une autre histoire, là, mais j'étais en furie de voir que les autres continuaient à jouer dehors, puis moi, je devais aller suivre mon cours de piano. C'est que ça te plaisait moins, là. Oui, parce qu'on m'a enlevé dans mon élément naturel où jouer et rester dehors, c'était mon plaisir. Là. Je m'enfermais dans une salle avec une petite chambre avec un piano, puis je devais apprendre mon solfège. Mm-hmm. Donc, mais pourquoi? Est-ce que voyons, excusez. Est-ce que c'est parce qu'ils pensaient que tu avais un don pour la musique ou c'est... Je ne sais pas. Est-ce qu'ils voyaient ça ou pourquoi c'était moi et pas les autres? Il y en avait d'autres également, mais c'était pas tout le monde. Oui, c'est ça, c'était un certain nombre. Oui, je pense qu'on voulait que j'apprenne le piano, puis que je peux vraiment pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais su pourquoi que. OK. Moi, j'ai été sélectionné. Surtout que j'ai pas d'oreille, j'ai pas le sens de la musique très, très. Au final, combien d'années t'es resté? T'as fait tout ton secondaire là? Ou? Non, à Nazareth, j'ai fait la 3e année, 4e année. Mm-hmm. J'ai fait par la suite. Là, c'est ça, à la 5e année, j'ai été opéré parce que, comme je te disais, je voyais des lueurs. Puis les médecins avaient dit au début, jamais plus, je t'ai pas voir.
Puis l'œil gauche qu'ils ont essayé de sauver parce qu'il était moins endommagé, quand je suis arrivé à Montréal, on a fait l'ablation de cet œil-là. Au Puis complet. tout ce qui me restait, c'est l'œil qu'ils n'ont pas touché, puis c'est cet œil-là qui était pas mort, qui ressemblait à un œil mort, mais qui n'était pas mort. Puis il y avait une cataracte, et puis quand c'est arrivé, avant de reprendre ma 5e année, l'été, j'étais allé à Toronto, Sick Children Hospital, à Toronto. Puis le médecin dit, il y a une cataracte. Il dit, ce qu'on peut faire, il dit, son œil est trop magané, on ne peut pas l'enlever. Mais il dit, ce qu'on pourrait faire, c'est un petit trou, voir si on ne peut pas lui amener une clarté jusqu'à la rétine. Eh bien, ce petit trou-là m'a donné une vision jusqu'à 97%. Wow! Avec des lunettes, bien sûr. Là. OK. Donc, c'est là que je voyais assez clair pour retourner chez Voyant, mais vu que ça faisait 2 ans que j'étais aveugle, on a jugé bon de m'envoyer à Louis Braille, parce que là, je déménageais d'institution, et puis faire une année de réhabilitation qu'il appelait. OK. Puis à cette époque-là, dans la 5e année, on était 2, et puis il y avait 4 personnes en 6e année, puis c'était Hélène Toupin, maintenant Hélène Foucreau, Oui. qui était mon professeur, mon professeur de 5e année et le professeur de 6e année en même temps. Donc on était 6 en tout en classe, donc on apprenait beaucoup de notions de 6e année aussi. Aussi. Mm-hmm. C'est comme si on était un 5-6. Et puis, suite à cette année-là, eh bien, là, j'ai intégré Témiscamingue de nouveau. Et là, encore là, je suis entouré de sœurs. Hein. J'ai aucune sœur dans ma famille. On est 3 garçons, mais des sœurs religieuses, il y en avait partout. Puis là, la directrice était une sœur. Puis elle a pensé que puisque j'étais aveugle, puis j'étais dans une école pour non-voyants, que possiblement, je n'avais pas suivi un cours très, très avancé, puis que j'aurais peut-être de la difficulté à suivre les élèves en 6e année. Donc, on m'a fait reprendre ma 5e année quand même. Et puis, à la fin de l'année, mon professeur a dit, voyons donc, c'est ridicule. J'y étais toujours comme mes devoirs, tout ce qu'il y avait à faire, c'était toujours une semaine en avance. Et puis, j'apprenais rien. Donc, là, quand c'est venu en 6e année, c'était la même chose. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de me faire sauter la 7e année, puisqu'à ce moment-là, à cette époque-là, on faisait la 7e année. Et puis, comme à toutes les années, entre la 5e et 6e année, au mois de juin, j'allais me faire opérer pour faire réouvrir le petit trou, puisque ma vision baissait, puisque le trou rétrécissait. OK. Puis en dernier, là, j'écrivais sous une lampe, puis c'était vraiment... c'était tellement graduel que je m'en rendais pas compte jusqu'à temps que, quand le printemps arrivait, puis on jouait au baseball, puis il fallait que je sois le lanceur absolument, parce que je ne voyais pas la balle au champ. Mm-hmm. Et puis, donc après cette opération-là, c'était comme miraculeux de voir, lorsqu'il m'enlevait le bandage là, après l'opération, qui durait à peu près une demi-heure, de voir les détails sur la télé, sur les visages, sur les petits picots de peinture sur les murs qui revenaient. C'était presque comme une jouissance que j'avais hâte à l'année suivante pour revivre encore ce gros changement-là là, de la baisse graduelle à une vision remontée rapidement. Sauf le problème, c'est que après ma 6e année, je suis allé me faire opérer, puis c'est là qu'ils ont manqué leur coup. Ouf. C'était le médecin en chef qui a utilisé un vieil outil, je m'en souviens, avant que je m'endorme. L'infirmière avait dit, vous n'allez pas utiliser cette antiquité-là. Puis le médecin en chef, il dit, c'est avec cet outil-là que j'ai fait mes débuts, puis je suis très à l'aise. C'est la dernière chose que j'ai entendue. Puis quand je me suis réveillé, puis ils ont enlevé le pansement, là, ça a été comme... Là, ça a été un choc, là. Parce que là, il a enlevé le bandage, puis il dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois rien. Puis il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Puis là, j'ai comme senti un malaise aussi. Moi, j'avais un malaise, puis eux autres aussi avaient un malaise. Et puis, ça s'est éternisé. Habituellement, je restais une semaine à l'hôpital.
À l'époque, on pouvait se permettre une semaine à l'hôpital de On n'a plus convalescence. bien ça de nos jours. Non, Hein. non, 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 effectivement. Mais cette année-là, moi, j'ai passé mon année à l'hôpital. On peut Aïe. dire 6 mois à l'hôpital où on me faisait voir des médecins qui venaient d'un peu partout en Europe pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Parce que c'était devenu un problème, caillot de sang sur ma rétine. Donc, c'est ce qui bloquait mon champ. Finalement, c'est un choc que j'avais reçu durant l'opération. Puis à l'époque, on commençait un petit peu le laser, mais c'était à ses tout débuts. Puis ils pensaient de pouvoir chasser les caillots de sang pour éventuellement retirer le caillot de sang de la rétine sans déchirer la rétine. Mais le temps a passé, puis cette année-là, ben, le résultat, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose. J'ai eu une opération, mais c'était pour voir si j'avais pas un décollement de rétine. Puis le médecin, il dit, c'est comme si je suis allé opérer avec un bandeau ses yeux. J'ai dit, bon, ben, une autre opération qui a une chance qui n'a pas touché à grand-chose. Mais c'était une opération douloureuse. Et puis, suite à cette année-là, ben là, on a commencé à parler de retourner à Montréal, à l'Institut Louis Braille toujours. Donc là, j'ai commencé mon secondaire 1. J'ai quand même sauté ma 7e année. Et puis, j'ai fait mon secondaire 1 jusqu'à secondaire 4 OK. à Louis Braille. Et puis, c'est là que vraiment, ça a été le meilleur temps de ma vie. Sportif comme j'étais, on avait 2 patinoires, on jouait au hockey, hockey salon, la piscine. Là, mon Dieu, il y avait des jeux où on se lançait des ballons, puis on se faisait des barricades, des petites balles en caoutchouc, mais quand ça rentre à une certaine vitesse, on a affaire à se tenir la tête en arrière de la barricade. Parce que le jeu, c'était d'atteindre son adversaire, puis lui, il fallait qu'il débarque du jeu jusqu'à temps que finalement une équipe emporte la victoire. Puis parfois, on prenait un filet pour le hockey salon pour aller vers le milieu, chercher des balles qui traînaient dans le milieu pour ne pas se faire atteindre. En tout cas, c'était tout des sports qu'on a fait sans arrêt. C'est ce que... Il n'avait pas de temps de libre. C'était soit aux études, soit en train de faire du sport, ou soit en train de souper, ou durant les heures de cours. Mais c'est ça, parce que le sport, ça a eu quand même une place assez grande dans ta vie, parce que, bon, par après, ben là, je sais que je vais aller vite, mais hey, le temps file quand même, hein, ça passe vite, c'est effrayant. Puis on a plein de choses à parler, mais tu as fait partie de... C'était quoi, l'équipe de Goalball Ah, oui, ben... en Ontario? Ouais, en Ontario, ça, c'était... quand je suis revenu, mon Dieu, ça fait... j'étais revenu du cégep même. Parce que tu as été au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, je suis allé... aux résidences. Moi aux aussi, je suis allé là. Ne mentionnez pas mon nom, s'il vous plaît. J'étais bien connu, tellement bien connu que j'avais pas beaucoup d'heures de cours, puis les gens aimaient bien ça, sortir avec moi à la boîte à Champlain, à la brasserie. Donc, j'étais souvent disponible, mais la direction trouvait que j'étais une mauvaise influence, bien que c'était pas moi. Moi, j'étais tout simplement disponible, c'est tout. Puis quand ils sortaient, c'était souvent, j'étais l'élément en commun de toutes les sorties presque. Mais à un moment donné, il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de tapage, puis ça a passé sur mon dos. Puis à la fin de l'année, ben, il y a des filles qui sont venues dans la chambre de mon copain, puis il voulait me les présenter. Lui, il suivait une technique. Puis il dit, je vais te les présenter, mes copines de classe. Puis il n'avait pas le droit. Fait que là, il est venu me chercher au 3e, je suis monté au 4e dans sa chambre. Ça, j'avais le droit. Puis là, il m'a présenté ses filles. Puis là, on a pris une bière. Mais là, le directeur, il est passé. Puis parce que la femme de ménage avait vu les filles monter par l'escalier pendant qu'on tenait occupé le monsieur qui était en charge de l'admission. Et puis là, le directeur a dit, « Hey, les filles, allez-vous-en, vous n'avez pas d'affaires ici. » Puis là, il a dit au gars qui appartenait à la chambre, Mario, il dit, «
Toi, Mario, je te pensais plus sérieux que ça. Puis là, moi, il me met le doigt sur l'épaule, lui, il dit, toi, t'es dehors, demain dehors. Oh, oh, Puis là, tout le monde voulait faire amener la poste de télévision, de radio. J'ai dit, voyons, j'ai rien fait. J'avais rien fait non plus, là, mais disons, mon dossier était un peu réglé pour eux autres. Là. Je peux le comprendre d'une certaine façon, vu que j'étais là, puis je savais pas exactement qu'est-ce que je faisais. Je suivais mes cours, je réussissais quand même, mais je savais pas exactement dans quelle discipline m'en aller. Donc, ça a fini mon cours de cégep. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter les gens de North Bay, qui était un club Lyon. Et puis, on parlait des Olympiques pour les personnes handicapées. Là, j'ai commencé à m'entraîner. Ben, m'entraîner, j'avais pas besoin de m'entraîner. J'étais déjà comme à une étape où je fracassais des records quand même régionaux puis canadiens même, sans la moindre effort. Tandis que d'autres mettaient beaucoup d'efforts encore là, puis ils réussissaient moins bien. Mais moi, c'est dû au fait que j'étais un très grand sportif plus jeune, puis j'ai quand même gardé une certaine forme. Et puis moi, ça s'est arrêté à... Les Olympiques, ça s'est arrêté, mon Dieu, à Halifax. J'étais censé d'aller en Europe, mais ils ont choisi une autre personne qui mettait beaucoup plus d'efforts puis qui était régulier dans ses démarches là, pour atteindre quelque chose. C'est que j'avais aucun problème avec ça non plus, parce que c'est vrai que moi, ça se faisait... J'avais pas aucun mérite. C'était toujours le tir du javelot, le tir du disque dur, puis le lancer du poids. Donc, c'était tout ce qui concernait la force musculaire au niveau du lancer avec le bras. Et puis, j'ai joué au goalball aussi. J'ai connu le goalball contre les Ontariens. Puis moi, quand on m'a expliqué le jeu, c'était simple. Moi, j'étais centre en avant. Puis mes deux alliés, c'était des personnes assez âgées. Je pense Homer, il avait 60 quelques années. Puis il pesait dans 230 livres à peu près. oh. Puis ça se déplaçait pas beaucoup, mais c'est moi qui arrêtais tous les ballons, puis je me garochais par terre, puis je relançais le ballon. Puis on avait même gagné contre Toronto ou Oshawa, je me souviens plus. En tout cas, il était insulté de voir qu'eux autres qui étaient déjà dans une ligue, puis nous autres, on avait formé un groupe, juste comme ça, on avait réussi à avoir une victoire contre eux autres. Mais ça n'a pas duré longtemps non plus. C'est là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir un problème de bras aussi, à force de lancer puis de lancer, là, parce que un de mes jeux aussi à l'Institut, en secondaire 4, c'était au gymnase. Moi, je lançais le ballon de mes mains au mur, et puis, entre autres, Alain Plourde, avec qui je jouais souvent, lui devait arrêter le ballon avant le centre, puis lui, quand lui pouvait botter, il bottait surtout le ballon, il l'envoyait au mur, et puis moi, je devais l'arrêter avant qu'il arrive au bout de la salle, à l'autre bout. Donc, quand lui voyait le ballon arriver, puis il courait vers le ballon, puis il bottait le ballon, et il partait vite. J'avais affaire à courir aussi, mais c'était plaisant parce que c'était d'égale force. Autant que lui, parfois, il pouvait arrêter mes ballons, autant que des fois, le bon était tellement loin qu'il ne pouvait même pas toucher au ballon pour l'attraper avant qu'il traverse la ligne. Puis, on a brûlé des calories. On a fait faire même plusieurs personnes sont venues jouer. Louiselle est venu jouer. Paul-Émile est venu jouer. France Provost est venu jouer. Mon Dieu, plein de monde qui sont venus jouer en équipe. Yvan Bourdeau. Donc, c'était un genre de petit nouveau jeu qu'on avait inventé que le monde aimait bien. Mais là, on comprend que tu as eu beaucoup de plaisir au niveau des jeux, des sports, et tout ça. Mais il faut parler un peu du travail, parce que là, bon, il est arrivé que, bon, tu as fondé la compagnie Point par Point, mais avant ça, comment c'est venu l'idée de travailler dans le braille? OK, bien au début, quand j'ai fini mon cégep, j'ai commencé, parce que je connaissais vraiment pas beaucoup le braille. Hein. On écrivait à la bonne franquette, puis les règles, on les observait pas, en autant qu'on pouvait se relire.
J'ai commencé à transcrire pour la bibliothèque en tant que bénévole, 10 cents la page. J'en faisais 25 à 30 heures par semaine. Puis c'est là, après quelques semaines, j'ai dit j'étais unimanuel. J'ai dit au moins si j'étais bimanuel, parce qu'on transcrivait des livres qu'on empruntait soit de la Belgique ou de la France, puis on s'en faisait une copie. Donc j'ai appris l'unimanuel, et puis c'est là où on me corrigeait, on me disait les fautes que je faisais, puis j'ai appris mon braille de cette façon-là. Et puis c'est grâce à ce bénévolat-là que j'ai vraiment appris mon braille, puis que j'ai pu commencer à travailler dans le domaine du braille. Et là, comment est venu... tu as travaillé à l'Institut un peu? Ben, avant de travailler à l'Institut, j'ai travaillé dans un projet Perspective Canada au travail, un été. C'était transcrire des livres. La sœur qui était en charge de la bibliothèque, mon Dieu, c'était sœur Olivier, je ne me souviens plus. Mon Dieu, c'était ma préférée. Et puis, suite à ce travail-là, on m'a approché parce que c'est là qu'on commençait l'intégration des personnes aveugles dans leur région. Donc, tous les travaux qui devaient se faire, on devait les transcrire pour cet élève-là. Donc, ça a commencé avec Saint-Hyacinthe, je pense, 2 années. Donc, là, moi, j'ai commencé à travailler. France, ma conjointe, était ma lectrice à l'époque. Elle était rétinette pigmentaire, puis elle voyait très bien. Donc, elle lisait. Moi, je tapais au brailleur. On a commencé vraiment avec les premiers outils. Oui. Donc, on a commencé des pages parce que 2 paragraphes commençaient avec les 2 mêmes mots. Puis, on s'était trompé, donc il fallait reprendre la page, ou 2 lignes qui se collent à la ligne 23. On enlève la page, puis on recommence. Donc, ça a été beaucoup de travail. Puis, avec le temps, on recevait de plus en plus de demandes. Donc là, j'ai dit, Seigneur, il va falloir faire de quoi? Je dis, j'arrive plus, je ne fournis plus. Il va falloir que j'embauche du monde. Puis c'est là qu'est venue l'idée de partir une entreprise. On est allé voir quelqu'un pour savoir s'il existait un programme pour le démarrage d'entreprise. Et puis, France et moi, on s'est acharnés à faire en sorte que on réussisse à avoir notre charte pour point par point. Trouver le nom de la compagnie, on avait des documents à remplir, il fallait faire des justifications pour telle chose, puis en retour, ils nous remettaient une genre de subvention. Et puis, France, à l'époque, était toujours... là, j'étais rendu au VB2. Oui, le VB2, moi j'ai connu ça aussi. France lisait, puis en même temps, elle mettait des coches à chaque 25e ligne. Moi, j'avais à entendre les tiling, tiling, tiling. J'avais 5 sons de cloche pour arriver avant la fin de la ligne pour faire mon trait d'union. Parce qu'il fallait être précis, là. C'était comme un BRF, tu ne bouges plus une fois que tu étais dedans. Puis elle, à chaque fois qu'elle attendait une ligne, elle faisait 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Elle disait, OK, tu es à 25. Ça fait que là, quand j'arrivais à la 25e ligne, je savais qu'il fallait que je mette ma pagination en braille. Puis là, je faisais un saut de page. C'est que c'était vraiment du travail de moine. Puis France, tout au long, elle apprenait à voir à l'écran le code ASCII qui correspond au point braille. Comme si je disais majuscule, la maison d'hier. Bon, ça serait point, apostrophe, espace, M/S+, espace, D apostrophe, H8. Bien, France, elle lisait la maison d'hier. Tout le monde était étonné quand on a commencé à travailler, quand France est allée travailler à l'Institut. Elle n'avait pas besoin d'un écran pour voir le braille, elle la lisait tout simplement en ASCII. Puis elle a appris, parce que c'est pas évident là, de savoir c'est quoi les points inférieurs, les points supérieurs, pas mettre 2 points inférieurs à la queue leu. Donc, elle a tout appris ça. Tout en me lisant, j'ai expliqué tout ça, puis elle est devenue une très bonne technicienne braille, France. Et c'est là que Point par Point a débuté. Là, on était en quelle année? Fin des années 80? 1988, je dirais à peu près. OK. 1988. Et puis c'est là que j'ai embauché Élise Ferrara.
Puis on était comme maintenant 2 personnes qui transcrivaient. France n'avait pas encore commencé la transcription. Parce que si elle la transcrivait, ben c'est moi qui transcrivais plus. Ouais. Donc, c'est une petite réflexion. Là, il va falloir que peut-être que j'y pose la question. Je pense que c'est quand elle a commencé à l'Institut. Mais je pense qu'on a rentré les deux, moi puis France, on est rentré aux éditions Braille en même temps. Sauf que moi, on ne faisait pas du temps plein. Moi, je devais m'occuper quand même de point par point. Et puis, c'est là que j'ai commencé à avoir des bénévoles qui commençaient à travailler pour moi. J'avais, éventuellement, je me suis retrouvé avec des directeurs de Radio-Canada à la retraite, des professeurs, 2 professeurs à la retraite également. Mon Dieu, j'avais Hermine, qui était ma plus grande dévouée, qui elle aussi était à la retraite, puis elle faisait des 2 jours, 3 jours pour moi, puis elle partait en vacances, j'y donnais un portable, puis elle s'assisait à sa table de pique-nique, puis elle transcrivait les livres pour moi, puis elle mettait même les codes de Duxbury, puis elle aussi, elle l'a appris très vite, elle l'avait dans elle. Donc, grâce à ça, France a travaillé à l'Institut. Moi, je travaillais moins longtemps à l'Institut. Par la suite, France a perdu la vue. Là, ça s'est détérioré beaucoup à son niveau. Et puis, moi, j'ai travaillé à l'Institut. Puis, j'avais mes bénévoles pour continuer à faire le travail. Donc, ça a été comme... disons, je faisais un minimum 80 heures semaine. Et quand même. Ah oui, il n'y a pas grand temps je me couchais des fois à 3 heures, puis à 7 heures, j'étais debout, puis déjà prêt à travailler. Mais ça a été... c'était une passion pour moi, faire le braille. Quand on m'arrivait avec des documents, puis il fallait que ça soit prêt pour le lundi, il n'y a rien qui était une embûche pour réaliser ça. S'il fallait que je travaille jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, je le faisais. C'était comme, je dis, au moins l'élève va avoir son travail en même temps que toutes les autres. Là, on va changer juste un petit peu de sujet, puis après ça, on va faire la pause. Puis en plus, c'est que tu as dit le mot passion. Là, on comprend que à l'époque de partir point par point, la passion, c'était le braille. Maintenant, est-ce que la passion du braille est encore là ou il y a d'autres passions aussi? Parce que tu m'en as nommé une avant le début de l'entrevue, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui, bien, j'ai la passion du braille, j'ai la passion de plusieurs choses, mais entre autres, une passion que j'ai appris que j'adore beaucoup, c'est une activité en solitaire, c'est faire de la menuiserie. C'est Wow. pour ça, à Bromont, j'ai mon garage. Et c'est là que je fais cette activité-là. Et en gros, tu fais quoi exactement? Tu fais des... Je fais des meubles. Ben, je tente de faire des meubles. C'est pas parce que je fais de la menuiserie que je suis un bon... J'adore faire des coupes, préparer quelque chose puis me rendre compte que c'est facile en théorie, mais c'est l'angle de 90, c'est pas là, puis comment l'atteindre, puis comment faire tenir un carré que tu coupes en angle de 45 avec de la colle, puis pour pouvoir mettre une vitre à l'intérieur. C'est beaucoup de précision, puis en vrai, c'est pas facile d'aller chercher la précision. On coupe beaucoup de fois la même planche pour obtenir la bonne coupe. Puis parfois, ben, ça prend 4 fois, puis en réalité, la 4e, ben, t'es allé un petit peu trop, puis tu changes de planche, t'en prends un autre, puis tu recommences. Puis j'adore l'odeur du bois. C'est une odeur que je... Oui, parce qu'en réalité, c'est comme une passion qui vient chercher un autre sens aussi. Là. Oui, exactement. Puis moi, en plus, ben, ce que j'aime, c'est comme j'ai une toupie sur table aussi. Là, ça, la toupie, c'est épeurant, mais ça fait beaucoup de poussière. Puis on peut faire des dessins dans le bois pour faire
c'est justement monter des meubles, là, puis avoir un petit design sur les côtés. J'ai également un banc de scie. Lui, c'est mon outil le plus épeurant. Ça fait du bruit en plus. Oui, ça fait du bruit. Puis quand le moteur change de son, c'est que tu t'envoies un petit peu croche, puis il se sent coincé un petit peu. Puis là, tu te demandes où ce qui est coincé. Est-ce qu'il suit encore le rebord ou il commence à aller chercher une courbe. Puis parfois, pour le fermer, la machine, bien, ça se retrouve en dessous de ta planche que tu es en train de couper parce qu'elle est trop longue. Donc là, il fallait que tu te penches en dessous, mais là, tu ne peux pas lâcher ta planche non plus. Là. Ça fait que c'était assez ardu. Pour ça, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous annoncer que d'ici une semaine, je vais avoir enfin une scie murale, qui est un peu comme une scie qu'on a chez Renault Dépôt quand on fait couper notre bois. Tu l'accotes, puis tu descends tout simplement la scie, puis ça fait une coupe beaucoup plus juste et sans effort plus et facile, sans risque. OK. Je pense que tout le monde va être rassuré parce que je pense qu'il y en a qui doivent avoir peur. Oui, bien souvent aussi, vu que c'est une passion, je peux commencer de bonne heure le matin, puis je peux sauter le dîner, puis parfois il peut être à l'heure du souper avant que je sorte de mon garage, puis les gens m'appellent pendant ce temps-là. Mais là, moi, à mon chalet, j'ai le téléphone, mais je ne l'avais pas dans mon garage à l'époque. Et puis là, il m'appelait, puis il dit, voyons, j'ai pas de nouvelles. Comment ça qu'il répond pas au téléphone? Là, j'appelle le matin, puis là, c'était rendu, là, c'est soit on appelait ma fille, qui était ma voisine à l'époque, ou on commençait à appeler un peu tout le monde pour mon concierge, pour savoir qu'est-ce qui se passe, si j'étais bel et bien dans le garage. S'assurer que tout allait bien. Oui. Hey, sur cette note un petit peu comique, on va s'arrêter, faire la pause, Gérard, puis c'est sûr qu'après, on va reparler un peu de point par point, parce que là, bon, tu disais 1988, oui. On est rendu en 2017, et ça fonctionne encore. Beaucoup de choses ont changé depuis 1988. Ben, c'est ça, tu pourras nous expliquer un peu l'évolution, les changements. Hey, il y a eu mon arrivée aussi. Ah oui, ça va me faire plaisir. En 2006. OK, merci pour la date. Alors, on fait une petite pause, puis on revient tout de suite avec notre invité qui est Gérard Cécile. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, j'ai décidé de vous référer au site du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, le RAQ, dans sa section intitulée « Brève biographie des nôtres » et plus particulièrement de vous diriger vers la biographie qui s'intitule « Stéphane Doyon ou l'architecte du web ». Et pourquoi précisément dans cette biographie-là? Bien évidemment, il n'y a rien qui vous empêche d'aller lire toutes les autres, mais c'est un petit peu en relation avec notre invité de cette semaine qui nous parlait juste avant justement la pause de sa passion pour la menuiserie. Eh bien, M. Doyon, lui, nous explique un peu comment il pratique l'ébénisterie. Ça demeure quand même dans le bois. Il nous parle un peu de comment il adapte ses instruments en gardant bien en tête là, tout l'aspect sécurité, parce qu'il a rencontré quand même des ébénistes qui s'étaient blessés aux mains et ce n'était pas une bonne idée pour personne, mais particulièrement pas pour lui. Donc, il vous explique plein de choses intéressantes, un petit peu le genre de choses qu'il fait et un petit peu les résultats. C'est très intéressant et tout le projet d'ailleurs de biographie des nôtres, bref, biographie des nôtres est intéressant.
Donc, je vous invite, comme je vous l'ai dit au début de l'intervention, sur le site du RAC. À notre prochaine émission, Madame Anne-Marie Grondin. Très dynamique, comment pourrions-nous demeurer sans bouger? C'est d'ailleurs ce qu'il ne faut pas avoir peur de faire si l'on veut réussir au théâtre lorsque nous sommes non-voyants. Je pense qu'il faut surtout faire un défi avec les gens qui ne voient pas, c'est-à-dire bouger avec tout ce qui nous reste. OK? Bouger. C'est ça qui est important parce que c'est dangereux d'en arriver juste à la voix. Oui, Juste au texte et à la voix. Même parmi les comédiens qui voient, il y a des gens qui en restent au texte et à la voix. Tu sais, je veux dire, on n'a pas l'impression qu'on a un corps. Alors, même chez les débutants, il faut déjà, même chez les voyants débutants, il faut les amener à avoir le corps du théâtre, là, si je peux dire. Alors, le texte, c'est juste un résultat. Nous sommes de retour avec notre invité qui est M. Gérard Cessire. Et bon, avant la pause, Gérard, tu nous parlais de ta passion pour la menuiserie. Maintenant, je pense que c'est de mise qu'on revienne à une de tes premières passions, là, qui était le braille qui t'a amené à fonder la compagnie Point par Point. Oui, en effet, c'est une autre passion. Puisque j'ai cette passion-là, vous devez savoir que j'ai encore mes 10 doigts. Pratique. Oui, c'est très pratique. Bien qu'au niveau du braille, je lis que de l'index gauche. C'est ça, ma passion de Point par Point, ça a été, mon Dieu, ça a été comme une inspiration pour les années à venir jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui, je pense à me retirer tranquillement. Mais Point par Point, en 1988, lorsqu'on a débuté, c'était une personne qui transcrivait, France qui faisait la lecture, et ensuite ça a été Élise qu'on a rajouté. Mais après ça, c'est devenu, ça grossissait parce que l'intégration se faisait de plus en plus. Et puis c'est là que de l'endroit où j'ai commencé ma transcription dans mon garage de ma première maison, j'ai vendu ma première maison pour acheter une plus grande maison. Et puis, à ce moment-là, ça n'a pas duré une année non plus. Il a fallu que j'achète la maison voisine. Il avait mis une pancarte. J'ai dit à Franck, j'ai dit, coudonc, je dis, on va aller voir combien il demande pour sa maison. Il dit, non, non, non. Je sais que toi, quand tu vas voir des choses, qu'est-ce qui arrive? Je dis, non, je te le dis, on s'en va y voir. J'achète pas de maison tous les jours, là. Donc, on est allé le voir, puis on est sorti avec un contrat signé en main. Donc là, j'avais 2 maisons, une pour demeurer avec France et les enfants, et puis il y avait l'autre maison que je me servais pour Point par Point. Et puis on a commencé à avoir des contrats avec le ministère de l'Éducation de l'Ontario, tranquillement. Je travaillais comme sous-traitant aussi pour une compagnie de l'Ontario. Je faisais énormément de braille. Et encore là, j'ai eu la présence de 2 sœurs, sœur Cécile Leclerc et Véronique Caillé, qui sont venues me donner un coup de main dans le débretellage de documents. Véronique a transcrit des livres pour nous autres aussi. Et puis, je pense que c'est Cécile, elle faisait la correction, je pense, ou elle préparait les documents pour Sœur Caillé. Donc, on a commencé à recruter des gens. Moi, à cette époque-là, France transcrivait ses livres elle-même. Moi, j'avais déjà 5 bénévoles par jour, toute une journée de temps, chose qu'on denrée très rare aujourd'hui. C'est plus difficile. Là, c'est beaucoup plus difficile, oui. Parce qu'on vient, surtout quand on ne voit pas clair, on doit s'habituer à la personne qui nous lit l'information pour que ça se transmette correctement. Donc, à ce moment-là, comme je disais, j'avais le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Il y a eu Ressources humaines et Développement Compétences Canada qui s'est rajouté. Il y a eu plein Ensuite, il y a le département audio que j'ai investi sans savoir si j'étais pour avoir des contrats. Et puis finalement, dans une soumission, dans un appel d'offres qu'on a fait au ministère de l'Éducation de l'Ontario, on a remporté le contrat pour l'audio également. Là, à ce moment-là, j'étais rendu déjà,
J'avais mes 2 maisons, mais moi, j'avais déménagé mon entreprise dans un building au 2e étage de 3000 pieds carrés. Puis on avait 3 cabines, mais là, ça ne suffisait plus. Donc, on a fait 1 an sur un contrat, un bail de 5 ans. Il a fallu que je sous-loue tout en même temps que j'ai acheté une bâtisse. La bâtisse où ce que tu travailles, Martin. Là où c'est actuellement. Oui, exactement. Parce que quand je suis arrivé, ça venait juste de déménager. Oui, c'était en 2006, justement. Voilà. En 2006 que ça s'est fait. J'ai dit, bon, là, finalement, on va arrêter de déménager. J'ai acheté pour, mon Dieu, un 6400 pieds carrés par étage. J'avais le sous-sol, le rez-de-chaussée, puis le 2e étage. Donc, on a pris un 3200 pieds au rez-de-chaussée, et puis le sous-sol, le 6400 pieds carrés. Puis la balance, ben, je l'ai loué à d'autres commerces. Et puis, point par point, ben, à force de remplir des appels d'offres et des remporter, eh bien, ça commençait à être fructueux. On a eu beaucoup de travail qui est arrivé en e-text, en audio, en braille, en grossissement de caractères. En graphique. En graphique. D'ailleurs, si jamais il y a des transcripteurs, une petite passe, là, des transcripteurs ou des gens qui sont bons en MathML ou en audio. Parce qu'on ne reçoit pas toujours des demandes simples. Là. Des fois, c'est c'est complexe. Ça peut être très compliqué. Ça peut être des mathématiques, ça peut être de la chimie, ça peut être à peu près n'importe quelle matière. Là. Aujourd'hui, c'est surtout le complexe. Tout ce qui est facile, c'est du in-house production qu'ils appellent. Ils le font à l'interne. Donc, ce qui est compliqué, c'est toujours nous autres qu'on se retrouve avec, comme souvent, un livre de biologie. Comme tu peux le savoir, Martin, on fait souvent les graphiques, mais pas le texte. Puis ça on perd de l'argent avec ça, puisque faire un graphique, personne au prix qu'on a indiqué dans notre appel d'offres, ben c'est pour un graphique mathématique, mais c'est toutes les figures confondues au même tarif. Donc, mais nos travailleurs qui font les graphiques, parce que c'est des travailleurs autonomes, eux autres, ben, ils chargent selon la complexité des graphiques. Donc, on perdait de l'argent. On en gagne beaucoup, mais on en perd aussi. C'est toujours un donnant-donnant. Mais aujourd'hui, on travaille avec des gens qui viennent même des États-Unis, qui travaillent avec des logiciels qui ne sont pas nécessairement très... qui ne sont pas identiques à ce que nous, on utilise ici. C'est ça, donc on a des problèmes au niveau de la compatibilité des fois. Exactement. Puis, oui. Ça, c'est ton département. C'est pour ça que je réponds avant que tu l'expliques, hein, parce que je suis comme là-dedans. Oui, puis on a même des transcripteurs qui viennent de Chine. Oui, mais oui. Sinline, c'est une de mes meilleures transcripteurs parce qu'elle travaille avec le DBT et elle travaille avec les codes. Parce que les voyants ont une habitude de travailler en visuel, voir la page devant eux. Donc, les styles, les codes, ils travaillent très peu avec ça, puis ils utilisent souvent un Enter pour dire à la fin de la ligne, mais tu as tous les codes nécessaires pour faire une belle mise en page, surtout quand ce document-là est demandé dans un autre format par la suite. Tu peux le transformer en braille abrégé, même s'il est en intégrale, puisqu'il est fait avec des commandes et des codes, ça rend la vie beaucoup plus simple. Ça ne va pas tout se défaire. Non, ça ne se défait pas tout. Si on fait un questionnaire avec ABC, puis tu fais la question 1, puis la deuxième ligne, il faut que tu fasses 4 espaces, puis tu continues ton texte, puis tu as 3 lignes comme ça, bien, si tu le fais en petit format par la suite, bien, tes 4 espaces vont se retrouver dans le milieu de la première ligne, dans le milieu de la deuxième ligne, puis ça devient un véritable casse-tête de replacer ça convenablement. Là. Alors que d'utiliser les bons codes dès le départ, ben, ça t'évite, ça te garantit une mise en page beaucoup moins compliquée. Tu peux vérifier un petit peu ton texte, mais sans tout avoir à refaire ça. Là. Définitivement. Gérard, moi je vais mettre de toute façon les coordonnées de point par point sur mon site internet. C'est que si jamais il y a des gens qui veulent en savoir plus, qui veulent donner leur nom pour travailler, il y aura moyen d'entrer en contact avec nous.
Absolument. Et là, toi, pour finir l'entrevue, parce que ça a passé extrêmement vite, je pense qu'on aurait pu faire 3 heures d'entrevue, certains. Tu parlais de te retirer, mais qu'est-ce que tu comptes faire une fois que tu vas t'être retiré? Bien, me retirer, pour moi, ma définition de me retirer, c'est d'être toujours un peu présent, mais pas avoir à subir le stress de tous les courriels avec un document en train de produire pour remettre à des délais bien précis. Il y a beaucoup d'angoisse qui vient et de stress qui vient avec le côté gérer une entreprise. Et puis, c'est cet aspect-là, moi, que je veux éliminer. Puis, je veux commencer un peu à prendre ça un petit peu, là, les 80 heures que j'ai fait pendant de si nombreuses années. Ben, je ne vais pas attendre d'être malade puis dire, j'en avoir su, j'en aurais profité avant. Mais je pense que c'est le temps là, que je commence à me retirer, puisque j'ai ma fille qui prend les rênes maintenant. Puis, c'est elle qui s'occupe principalement de développer des nouveaux départements. Et tranquillement, elle va vraiment s'asseoir sur mon banc. Donc, toi, tu veux rester là un peu comme consultant, personne ressource, pour prendre part à des grandes décisions, mais mettre de côté un peu comme toute la poutine là, le roulement là, comme tel là, d'échéancier puis tout ça. Là. Oui, définitivement. Comme je lui ai dit, j'ai dit, moi, j'ai fait mon temps, je te passe le flambeau, l'entreprise t'appartient, tu en fais ce que tu veux, tu me demandes conseil si tu veux, puis si tu n'es pas d'accord avec mon conseil, bien, ça va être ta décision, ça va être ton bébé maintenant, ton arbre à continuer à faire fleurir, et puis je suis convaincu, elle a tout ce qu'il faut pour faire de point par point une entreprise encore plus grande. Hey, wow! Ça fait que c'est des bonnes nouvelles, c'est de la continuité dans l'air. Et toi, ça va te permettre de penser un peu plus à toi, penser un peu plus à tes passions, à la menuiserie. La menuiserie, tu vois, au début, je savais comment jouer de la guitare, mais aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que je ne joue pas de la guitare, j'ai plus de cordes sur les doigts. Donc, se remettre un peu à la musique. 2 minutes, puis c'est comme j'ai des lames de rasoir au lieu des cordes sous les doigts. Donc, c'est ça de me refaire un petit peu un doigté, puis peut-être suivre des cours de guitare éventuellement. Parce que j'ai vu que j'ai pas d'oreille, mais quand on me le montre, je suis capable de suivre assez bien. Puis t'aimes ça, la musique? De toute façon. J'adore. J'ai une grosse console pour faire jouer de la musique. J'ai tout ce qu'il faut, sauf que j'ai pas les connaissances. Fait que tu vas avoir le temps peut-être d'acquérir plus de connaissances dans les prochains mois, semaines, années. Oui, bien, c'est ça, parce que souvent, j'avais des projets, puis les projets, je peux avoir comme 2-3 jours, puis je me garoche à 100% dedans, mais là, le travail fait en sorte que je dois sortir de là, puis me remettre à ma réalité qui est la production, puis de gérer l'entreprise. Ce qui va être un peu moins le cas dans très peu de temps. Bien, ça l'est déjà moins. J'ai appris à prendre ça un peu plus mollo, là. Ben, moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même des bonnes nouvelles. S'occuper de soi, c'est jamais mauvais, de toute façon. Et puis, comme tu dis, t'as Mélissa qui est quand même très apte à prendre la relève. J'ai Mélissa, mais j'ai une très bonne équipe aussi qui nous entoure, là, qui fait en sorte qu'on est on est fort, on est stable, on est capable de remettre la marchandise, là, puis la qualité puis la rapidité, c'est toujours au rendez-vous. Ben nous, on est toujours au rendez-vous aussi la semaine prochaine avec un nouvel invité. Moi, Gérard, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je suis sûr que ça va être une entrevue qui va être très appréciée parce que c'est du positif de A à Z, malgré la catastrophe qui t'est arrivée étant très jeune, puis qui t'a pas empêché d'avancer, puis c'est pas fini. De continuer d'avancer, c'est des invités comme toi dont j'ai besoin. Ah, mais comme je dis, Martin,
On peut se faire mal, on peut pleurer ou on peut rire, ça ne change pas grand-chose. Tout bien de rire puis rester positif, ça ne changera pas grand-chose de s'acharner sur nos problèmes. Et sur cette phrase-là, merveilleuse, on termine. Encore une fois, merci beaucoup Gérard, puis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous. Merci Martin.